Vous souhaitez proposer un bien à la vente? Il vous faudra vérifier la capacité de contracter des personnes physiques concernées. Abordons ensemble ce sujet. Tout d'abord, il faut impérativement vérifier l'origine de propriété avant toute mise en vente par le mandant ou le compromis. L'analyse du titre de propriété permet d'éviter toute nullité provenant d'un défaut d'accord dans un mandat de recherche d'acquéreur, un compromis ou une promesse et une vente définitive. Le mandataire professionnel devra vérifier la capacité de son mandant et s'il est effectivement seul titulaire des droits sur le bien. Le rédacteur d'un acte de vente devra vérifier l'état civil actuel des parties en obtenant des extraits d'actes de naissance de moins de 3 mois. Si la vente concerne un immeuble, le vendeur doit en être seul propriétaire incommutable. Le notaire devra remonter sur 30 ans la chaîne des transmissions. Si la vente concerne un fonds de commerce, le nom du précédent vendeur, la date et la nature de l'acte sont obligatoirement portés dans l'acte de cession, ainsi que le prix d'achat pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel, sous peine de nullité. Si le contrat concerne la cession de droits sociaux, il vous faudra vérifier leur origine dans les statuts, les délibérations, les registres de transfert et les actes enregistrés. Il peut arriver que l'accord d'un conjoint ait été omis, que l'agrément d'associé n'ait pas été donné, ou qu'une cession n'ait pas respecté les formes prévues. L'accomplissement des formalités légales des cessions, enregistrement, notification à la société et dépôt au RCS, est également à vérifier. Ensuite, il est nécessaire de savoir si le vendeur est capable ou non de disposer de ses biens, car certaines personnes sont incapables majeures. La mention en marge de l'acte de naissance, RC, répertoire civil, indique si la personne est l'objet d'une mesure de protection. Il faudra alors se rapprocher pour obtenir l'autorisation nécessaire du mandataire spécial pour le régime de sauvegarde de justice, du curateur pour la curatelle et de l'administrateur pour la tutelle. Une fois ces vérifications effectuées, demandez une copie intégrale de l'acte de mariage des époux qui vendent un bien ou leur livret de famille. Il révélera si les parties ont signé un contrat de mariage à se procurer pour connaître le régime. À défaut, s'ils sont soumis au régime de la communauté légale des biens réduite aux acquets, dans lequel seuls sont communs les biens acquis depuis le mariage, à l'exception des biens provenant de succession ou de donation. Un conjoint marié sous le régime de la séparation de biens peut toujours disposer seul de ses biens, sauf si la vente concerne le logement de la famille, auquel cas il faut l'accord du conjoint conformément aux dispositions de l'article 215 du Code civil. Un conjoint marié sous le régime de la participation aux acquets peut disposer seul de ses biens, car jusqu'à sa dissolution, ce régime fonctionne comme un régime de séparation de biens. Lors du partage suivant sa dissolution, chacun des époux aura droit à la moitié des bénéfices du patrimoine de son conjoint. Sous le régime de la communauté en biens acquets, l'accord des deux conjoints est nécessaire. Sous le régime de la communauté universelle de biens, l'accord des deux conjoints est également nécessaire. Étudions à présent le cas particulier des cessions de droits sociaux. La question est, chaque conjoint peut-il céder seul des droits sociaux à son nom? Concernant les parts sociales, souvent dans les statuts, le nom d'un seul des époux figure. Il faut toujours s'enquérir du régime matrimonial du cédant, car l'époux commun en bien ne peut seul, pour les parts non négociables, SARL, SNC et SCS, ni les céder, ni en recevoir le prix. Le défaut d'un tel consentement entraîne la nullité de l'acte de cession, même si l'acquéreur est de bonne foi. Concernant les actions. Pour les actions, chacun des époux peut céder seul des actions constituant des biens de communauté, propres, venant de donation, de succession ou de partage. Qu'en est-il de la vente de biens communs en cas de divorce?
En cas de divorce par consentement mutuel, il faut se procurer tout projet de partage signé et demander à l'avocat quelle est la faculté de disposer du bien par chacun des conjoints et le déroulement à venir de la procédure. En cas de divorce sanction dans lequel les conjoints sont en conflit, seul l'avocat de l'une des parties pourra informer qui a la capacité de vendre, dans quelles conditions et quand, la difficulté étant de savoir à quel moment la procédure sera définitive, tout délai d'appel étant terminé. Nous avons mis au point, pour le compromis et la vente, un dispositif juridique nécessitant l'accord des deux conjoints et pouvant s'appliquer pour les deux types de divorce. Les vendeurs déclarent qu'une procédure de divorce est actuellement en cours, mais pas encore rendue définitive à ce jour, voulant garantir le cessionnaire de toute la sécurité nécessaire concernant leur consentement et toute remise en cause de ce dernier et de la présente vente, ils déclarent avoir la pleine capacité de disposer ensemble du bien objet des présentes, dont la vente n'est aucunement contradictoire avec les effets patrimoniaux prévisibles du divorce en cours. Que le jour de la signature de la réitération des présentes en une cession définitive, chacun d'eux s'engage irrévocablement à donner également son accord en étant présent à la vente ou, s'il ne peut être présent, donne dès maintenant mandat irrévocable à son conjoint qui accepte de le représenter à la dite vente qui reprendra le prix et les conditions du présent compromis de vente conditionnel, que le séquestre du prix de vente ou le rédacteur de l'acte est mandaté dès maintenant et irrévocablement pour remettre la partie du prix de vente disponible, après le règlement des créanciers nécessaires, en un chèque de moitié à l'ordre de chacun des cédants. N'oublions pas d'aborder également la situation de la vente d'un bien par des personnes liées par un PACS. Concernant le PACS conclu avant le 1er janvier 2007, il s'agit d'un régime d'indivision. Si les biens ont été acquis avant la conclusion du PACS, ils sont exclus de l'indivision et sont la propriété de chaque partenaire qui peut les céder librement. Après la conclusion du PACS, ils sont présumés indivis. Même s'ils ont été acquis par un seul des partenaires, les deux doivent donner leur accord, sauf si le partenaire prouve avoir acquis avec des fonds personnels avant l'enregistrement du PACS ou qu'il a reçu les fonds par donation ou succession. Dans le régime de l'indivision, pour la cession de titres indivis, chacun est gérant de l'indivision, sauf convention contraire du PACS, et exerce les mêmes pouvoirs qu'un époux sur les biens communs, pouvant donc céder les titres, seul s'il s'agit d'actions, avec le consentement de l'autre pour des parts sociales. Concernant le PACS conclu après le 1er janvier 2007, il s'agit d'un régime séparatiste. Le régime légal est celui de la séparation de biens, dans lequel chacun dispose librement de ses biens, sauf option pour le régime de l'indivision. D'autres situations sont à envisager. En cas d'indivision volontaire ou suite à une succession, l'accord de la totalité des co-indivisaires est nécessaire. En cas de démembrement de propriété, volontaire ou suite à une succession, chacun du nu propriétaire ou de l'usufruitier peut céder séparément ses droits sans l'accord de l'autre. Mais aucun d'entre eux ne peut céder la pleine propriété sans l'accord de l'autre. Enfin, dans certains cas, l'origine de propriété révélera que le bien à vendre a été donné par des parents sans l'intervention des autres enfants ou a fait l'objet d'une donation à titre de partage anticipé par les parents. Dans l'un ou l'autre de ces cas, il sera nécessaire d'obtenir le consentement pour renoncer à tout recours contre l'acquéreur, des parents donateurs et, s'ils existent, des frères et sœurs. Merci de m'avoir accordé votre attention. Avec toutes ces informations, vous pouvez dès à présent très facilement juger par vous-même de la capacité d'une personne physique à contracter.